Putain. On est prêt à tourner. Plus qu'à attendre l'invité. J'espère pour toi que ton invité sera à la hauteur. Alors là, y a pas mieux, c'est une vraie pro. Vous cherchez une pro? Eh bien voilà, Nora. Enchantée. Baba Noise. Sam. Y a un problème? Non, rien d'important. Nora, vous avez dit? J'ai déjà entendu parler de vous. Heureux de vous avoir parmi nous. Ah, tu peux me tutoyer. Très bien, commençons. Bonjour à tous dans cet épisode des Instants Bubble. Aujourd'hui, nous allons parler de légendes et de mythes, ainsi que la vérité qui se cache derrière. Cependant, la tâche s'avérant imposante, nous avons fait appel à une spécialiste pour nous aider dans nos recherches. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Nora Mignon. Commençons par un classique qui est connu à travers le monde entier, source de craintes et de peurs, le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes est une zone géographique imaginaire située entre la Floride, Porto Rico et Bermude. Pardon, l'archipel des Bermudes. Selon les légendes, ce lieu aurait été le théâtre de plus d'une centaine d'accidents en plus de 200 ans, les avions et les bateaux passant par là, disparaissant mystérieusement. Mais en réalité, que se passe-t-il? Rien du tout, la plupart des accidents ou disparitions sont fausses, créées pour entretenir le mythe. Les quelques accidents répertoriés ont tous été expliqués. Des coordonnées mal enregistrées, des pannes d'essence ou même des défauts de fabrication, bref, rien de tout cela n'est bien mystérieux. C'est même... banal. La WWF ne considère pas ces endroits comme plus dangereux que les autres, et elle n'est même pas reconnue par la USBGN. Aujourd'hui encore, des avions passent par cette zone, et les navires qui empruntent cette route ne reçoivent plus de primes depuis 2006. Mais je sens que vous allez sortir des histoires comme le vol 19, où 5 chasseurs bombardiers ont disparu, ou le compas de Christophe Colomb qui se serait été réglé en passant par le triangle. Alors déjà, pour le vol 19, seul le pilote instructeur avait un compas, il est tombé en panne au bout d'1h30. Bon, c'est ballot mais c'est comme ça. Et puis pour Christophe Colomb, eh bien effectivement les compas ont tendance à se dérégler dans le triangle des Bermudes, mais seulement parce que c'est un lieu où le champ magnétique terrestre est un tout petit peu plus faible. Il se passe rien du coup. Si, à cause de sa proximité avec les zones tropicales, sa météo est extrêmement chaotique, et le lieu est même l'un des plus orageux au monde. Nous pouvons y apercevoir des événements météorologiques très intéressants, comme les grains blancs, des orages sans nuages ou les vagues scélérates, créées par la forte activité tectonique de la région ou les gisements d'hydrates de méthane. Pour une zone supposément maudite, nous sommes plutôt chanceux. Les vagues scélérates de la région ne font que 8 mètres de haut. Chanceux. Les vagues scélérates sont habituellement beaucoup plus grandes, pouvant atteindre les 30 mètres de haut. Elles peuvent également provoquer une catastrophe appelée les 3 sœurs, où 3 vagues se succèdent. De nos jours, aucun bateau au monde n'est capable de survivre à une telle catastrophe, seulement chaos et destruction. Passons de la destruction à la création avec notre prochain mythe. Petit quiz, quelles créatures mythologiques sont les pros du marteau? Les nains. Alors effectivement, dans certaines légendes, notamment nordiques, les nains sont de beaux constructeurs. Mais bien avant eux, si vous vouliez créer quelque chose, il fallait faire appel à une créature d'une toute autre taille. Les cyclopes. Non, j'ai pas de jeu de mots pourri là. C'est bien dommage. Les cyclopes sont des créatures de la mythologie grecque, généralement représentées en tant que géants n'ayant qu'un seul œil sur le front. Les cyclopes sont mentionnés pour la première fois dans la théologie d'Hésiode, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans son ouvrage, Hésiode ne mentionne que 3 cyclopes, Brontes, Téropès et Argès, qui sont les fils d'Uranus et de Gaïa. Et grâce à leurs incroyables pouvoirs, ils ont pu fabriquer l'éclair de Zeus, le casque d'Hadès, ou bien le trident de Neptune. Rien que ça. Dans les contes d'Homère, les cyclopes ne sont que pâtres, ne possèdent aucun pouvoir particulier, sont les fils de Poséidon et sont relativement stupides. L'un d'eux fut berné par Ulysse, permettant de sauver son équipage. Il y a aussi les 7 cyclopes de Strabon qui ont construit les murs de Tirynthe. Donc ceux-là sont juste de très bons maçons. Je pense que vous l'aurez compris, les légendes sont nombreuses, varient et aucune d'entre elles ne s'accorde sur ce qu'est un cyclope. Leur seul point commun est leur œil unique. Donc ils n'ont qu'un œil, peuvent être gigantesques, sont plus ou moins doués pour construire des objets et des bâtiments, ont des parents différents, mais dans la réalité, Dans votre monde en tout cas. dans notre monde. Sam, ce n'est pas le moment. Donc on tombe pas sur des squelettes géants, par contre on peut tomber sur un crâne avec un seul œil. Ça a donc vraiment existé. C'est pas des faux.
Eh bien, la réponse est plus simple que vous ne le croyez. La cyclopie, ou holoprosencéphalie, est une maladie congénitale du cerveau antérieur, majoritairement causée par une trisomie 18 ou 13, et n'a qu'une à 2 chances sur 20 000 d'arriver. Une à 2 chances? Vois-tu, les chances pour qu'un enfant ait une trisomie 18 est de 1 sur 10 554, et une trisomie 13 est de 1 sur 24 856. Cependant, seulement 10 à 20% des fœtus ayant une trisomie 13 ou 18 naissent, et la majorité d'entre eux meurent au bout de 3 mois. Je ne vous montrerai pas de photos, mais on comprend vite comment les légendes ont été créées. Bah attends, t'as quelques images sur ton ordi, pourquoi les cacher? Je l'avais dit, à vos risques et périls. Ironiquement, la malformation du visage est commune, mais pas obligatoire. Les yeux peuvent se rapprocher, fusionner, voire même disparaître. Les symptômes peuvent être 1. Une petite partie du cortex préfrontal est fusionnée, 2. La partie préfrontale et frontale du cerveau sont partiellement, voire entièrement fusionnées, et 3. Le plus grave, une absence totale de clivage cérébral. Calme-toi Benjamin, cela veut seulement dire que le cerveau est entièrement fusionné et ne possède qu'un seul ventricule. Ouf. Donc c'est pas si grave. Si, bien sûr, cela affecterait la capacité à comprendre et traiter les informations, à réfléchir en général, la façon de marcher et de se repérer dans l'espace, et les impuretés seraient plus difficilement évacuées. Cependant, pour en être sûr, il faudrait que les bébés puissent survivre assez longtemps pour pouvoir les étudier. Il faudrait donc être divin pour survivre à une telle maladie. Pardon. Il est intéressant de remarquer que la cyclopie n'est pas exclusive aux humains, puisque des cas ont été recensés chez les animaux, tels que les requins, les singes ou les chèvres. Bien, prenons un instant pour nous éloigner du fantastique et nous tourner vers l'histoire. Nora, tu es spécialisée dans ce domaine, aurais-tu une légende à nous partager? Alors oui, j'ai un petit quelque chose de prévu, contente que tu aies posé la question. Le plaisir est pour moi. Mon histoire parle de quelqu'un que tout le monde connaît. Savez-vous comment Hitler est mort? Hitler, le peintre vegan? Non, le commandant des armées allemandes, celui qui a provoqué les 2 guerres mondiales. Sam, tu t'es bien renseigné sur l'histoire de la Terre? Ouais. Incorrigible. Il est allé à l'école, votre pote? Oui, mais c'est compliqué. Reprenons. Le 30 avril 1945, Hitler se serait suicidé dans son bunker aux côtés de sa récente épouse Eva Braun. Cet acte aurait mis fin à la guerre, mais des rumeurs circulent encore. Se serait-il vraiment suicidé? Ah, je sais que vous trépignez d'impatience pour savoir le fin mot de l'histoire, mais avant toute chose, une petite remise en contexte s'impose. Alors que les soviétiques se rapprochent de la ville de Berlin, Hitler décide de se retrancher dans son bunker, le Führerbunker, le 16 janvier 1945. Totalement taré, car Hitler avait des gros problèmes psychologiques, je sais, cela vous étonne beaucoup. Grosse surprise. Il assiste impuissant face à sa défaite aux soviétiques en espérant qu'un petit miracle l'en sortirait vainqueur. Sauf que comme vous le savez, et bien heureusement pour nous, ce miracle n'arrivera jamais. Et bien que ses proches boivent un bon petit coup et fêtent son 56e anniversaire le 20 avril, et bien Hitler se retranche seul, son bras gauche tremble de plus en plus et devient de plus en plus dément. La somatisation, la transformation d'un conflit psychique en un problème physique, est un résultat commun pour une personne avec un tel ego. Il prend alors des décisions irrationnelles puisqu'il est totalement éloigné de la réalité, il fait notamment des contre-offensives qui n'aboutiront jamais, ou bien change de décision au dernier moment. Le 21 avril, le centre de Berlin est dévasté par les tirs soviétiques. Hitler panique à l'idée de savoir les Russes aussi proches. Le 22, ses militaires commencent à refuser d'exécuter ses ordres, commençant par Steiner qui fait une crise. Larmoyante et intense, blâmant ses généraux pour l'échec de la guerre. Il annonce alors, son accent, « Je livrerai le combat pour Berlin, je le gagnerai, ou alors je serai tué dans Berlin », ce qui prévient de son prochain suicide. Au même moment, ses plus proches généraux le trahissent, comme Göring, le chef de la Luftwaffe, qui est l'aviation d'Hitler, ou bien Himmler, le chef des SS. Et d'ailleurs, tous les deux se suicideront après la guerre. Le 29 avril, Hitler épouse Eva Braun, avec qui il a déjà vécu plusieurs années en couple. Le mariage est bien évidemment expédié, il s'agit de ce qu'on appelle un mariage de guerre. Le 30, il donne une première réunion ne donnant aucun espoir quant à la victoire du parti nazi. Champagne! Benjamin, tu es encore mineur. Champomy! Il donne des instructions pour que son corps et celui d'Eva soient incinérés. Après avoir mangé et fait leurs adieux, il s'isole, Eva choisit une capsule de cyanure et Hitler une balle dans la tête. À 15h15, les corps seront découverts par le Waldschirm d'Hitler.
Les corps seront ensuite déplacés à l'entrée du bunker, puis incinérés comme l'avait voulu Hitler. Sa dentiste l'identifiera à l'aide de sa mâchoire, et le 8 mai, des médecins légistes russes analysent les restes de façon clandestine, avant de les inhumer près de Berlin. Staline déclare à la conférence de Potsdam qu'Hitler s'est enfui dans un lieu inconnu, ce qui fait croire que les Américains ont caché Hitler alors qu'il sait pertinemment qu'il est mort. En 1970, on se débarrasse des restes sans en informer qui que ce soit, pour éviter qu'un fanatique ne se recueille sur sa sépulture. L'absence de restes et les affirmations de Staline vont alimenter la rumeur comme quoi Hitler se serait enfui avec sa femme. Et là commencent les théories complotistes. En 2000, le crâne et les mâchoires d'Hitler sont présentés au public à Moscou, alors qu'en 2009, l'université du Connecticut dément cette affirmation et prouve que ces ossements sont en fait ceux d'une femme de moins de 40 ans. Bien évidemment, les Russes ont démenti cette affirmation. Mais s'il a été brûlé, pourquoi il cherche un crâne? Toi, tu connais la vérité, mais beaucoup ne la connaissent pas. Vous allez me dire? Ouais, mais c'est les Russes, ils ont démenti, c'est normal, c'est des Russes, ça prouve rien. Les Russes. En 2017, Philippe Charlier, un homme tout à fait charmant et respectable qui a analysé bon nombre de restes historiques, et pour cela je vous invite bien évidemment à aller chercher sur Google, a réussi après moult de négociations avec les Russes à obtenir les mâchoires présumées d'Hitler. Malgré le manque d'informations qu'il a sur le crâne, il a réussi à prouver qu'elles sont bien celles d'Hitler, puisqu'il les a comparées avec les radios réalisées un an avant sa mort, les a comparées également avec les témoignages des gens qui connaissaient Hitler, et puis aussi il était végétarien, ce qui permet de corroborer ses conclusions. Donc les Russes détiennent bien des restes appartenant à Hitler. Mais des théories sur sa fuite existent toujours, notamment la plus fameuse, où Hitler se serait enfui en Argentine, suivant l'affirmation, pourtant fausse, de Staline. Un ex-agent de la CIA, Bob Baer, est persuadé qu'Hitler se serait en fait enfui après avoir lu des rapports méga secrets de la FBI, et donc que tout cela ne serait qu'une vaste fumisterie et mise en scène, et Hitler serait donc encore vivant. Et en plus, comme il y a une absence de témoins lors de sa mort, eh bien, ça l'aide vachement. De plus, en 2014, une Brésilienne du nom de Simone Helene Galileu Dias affirme dans sa thèse l'avoir retrouvé au Brésil sous l'identité d'Adolf Lipsing, mort en 1984 à l'âge de 95 ans, avec en plus une photo à l'appui. Étonnamment, hein, la photo n'est pas en HD, on voit que dalle, à part un homme qui a l'air petit et gros. Donc bien évidemment, les historiens ne sont pas très convaincus par cette preuve, et la jeune brésilienne a donc décidé de faire un test ADN sur le corps de ce fameux Adolf Lipsing. Même si la demande date de 2017, un test ADN simple n'a que très peu de chances d'aboutir. Cependant, un test ADN de l'unième mâle sera plus facilement accepté. Bon, j'ai cherché, rien à faire, aucun résultat de ce fameux test ADN. Tout ça pour dire que comme Synthesard, on lui donne un petit peu plus de crédibilité, même si la photo est totalement floue et illisible. Et puis c'est vrai qu'affirmer la survie du plus gros connard de l'histoire, ça intrigue beaucoup de monde, et encore beaucoup de gens vont croire à cette théorie, malgré toutes les preuves scientifiques qu'on pourrait apporter. D'ailleurs, ce n'est pas lui sur la photo. Comment ça? En dehors du fait qu'il est extrêmement raciste, les lobes d'oreilles ne correspondent pas. C'est lobe d'oreille? Oui, saviez-vous que vos lobes d'oreilles sont presque aussi uniques que vos empreintes digitales? De plus, 95 ans me semble horriblement vieux pour un homme délirant et souffrant de son propre esprit. Ah bah c'est vrai que dit comme ça. D'ailleurs, ceci nous donne une transition parfaite pour continuer. Pourquoi? Eh bien parce que parmi tous les noms pour les soldats de guerre, loup-garou ou werewolf était un nom très commun. Il s'agit du nom d'une classe de soldats de l'armée russe. Il s'agit également du nom d'un hélicoptère de combat russe. C'est aussi le nom des montagnes russes au parc Walibi. Quel est le rapport? Le nom. Les blagues. Dans la mythologie, les lycanthropes, plus connus sous le nom de loup-garou, sont des humains ayant la capacité de se transformer partiellement ou totalement en loup. Il ne faut pas la confondre avec la lycanthropie clinique, où les maths pensent devenir des loups, ou la thérianthropie, désignant la transformation en tout autre animal que le loup. Les mythes du loup-garou sont tellement anciens qu'il est très difficile de définir des origines précises. Déjà au 5e siècle avant notre ère, les Grecs pensaient que les Turcs vivant près de la mer Noire pouvaient se transformer en loups. Et les Romains pensaient également qu'on pouvait se transformer en bête grâce à la magie. Mais c'est durant le 15e siècle que le mythe va prendre de l'ampleur. Les hivers rudes combinés à la peur des loups, très présents dans les forêts d'Europe du Nord, ont au fait d'amplifier les légendes. Quand tu as faim, tu n'es plus toi-même. Sauf que cette légende est vraiment à part par rapport aux autres monstres, puisqu'en fait le loup-garou est totalement pompé sur les légendes des autres pays. Effectivement, les légendes nordiques, indiennes et africaines font souvent référence à des hommes loups, tigres, crocodiles, ours ou n'importe quelle autre force de la nature. D'ailleurs, la plus connue est le berserk, guerrier d'Odin pouvant entrer dans une rage sacrée, le transformant en ours au passage. Et parmi les autres soldats d'Odin, qu'est-ce qu'on trouve? Ah, c'est alors
Donc les loups-garous seraient plutôt nés du bouche à oreille que de maladies inconnues. Mais l'aspect médical n'est pas à négliger, nous avons justement quelques cas intéressants. Un édit daté de 766 dit que si un loup attaque quelques troupeaux et qu'un animal ainsi attaqué en meurt, les chrétiens ne peuvent consommer la viande. Cela vient plutôt du fait que l'on ne sait pas si le loup avait la rage et si donc il l'avait transmis aux animaux du troupeau. Même si ce texte n'a pas de réel lien avec les loups-garous, les symptômes de la rage sont assez similaires aux lycanthropes des légendes. La rage est une maladie virale grave touchant les mammifères. Chez les humains, la maladie peut provoquer des troubles des fonctions cérébrales supérieures, de l'anxiété, de la confusion, de l'agitation, des insomnies, des hallucinations, voire même une hydrophobie. Cette peur de l'eau est d'ailleurs ce qui va provoquer des rages furieuses. Le malade va attaquer sans discernement pour s'éloigner de l'eau. Les cas avancés peuvent provoquer une surproduction de salive et des larmes. La salive a de quoi rappeler un loup sur le point d'attaquer. Ou Benjamin devant une pâtisserie. Mais L'hypertrichose peut être aussi une des origines puisqu'elle provoque une pilosité surabondante pour les hommes et pour les femmes. C'est une maladie extrêmement rare qui stigmatise et qui font traiter ses victimes de bêtes. En revanche, à part cette extrême pilosité, l'hypertrichose ne cause aucun trouble du comportement. t'imagines ton enfant né et 2 semaines plus tard elle s'en sent en boule de poil? Je sais pas toi, mais moi je serais paniqué. Finalement, la porphyrie peut être liée au mythe des loups-garous. Nous allons en reparler un peu plus tard, mais cette maladie, généralement associée aux vampires, était souvent confondue avec les symptômes des loups-garous. Il faut dire que la pousse rapide des cheveux et les dents rouges sans gencives n'aident pas vraiment. Il y a aussi l'explication des drogues et hallucinogènes, puisqu'à cette époque les médecins prescrivaient de la belladonnée, ou morel noire, qui était prescrit notamment contre les maux de tête et les autres infections. Et en fait le problème c'est que si ce champignon est consommé en trop grande quantité, il provoque des hallucinations. L'ergot de seigle, un champignon pouvant se retrouver dans le pain, a des effets hallucinatoires comparables à ceux du LSD. Les personnes hallucinantes pouvaient penser qu'ils devenaient des loups-garous, finissant parfois par une lycanthropie clinique définitive. Alors, bien dit plutôt que les loups-garous et le vampire, c'était un peu kiff-kiff à l'époque, vu qu'ils ont des maladies similaires, mais il y a quand même quelques trucs intéressants à présenter. Le vampire est une créature issue de nombreuses légendes mythologiques à travers le monde, quelque peu dérivées des zombies. Dans la superstition la plus courante, le vampire se nourrit du sang des vivants pour aspirer leur énergie vitale. Les victimes pouvaient parfois se transformer en vampires à leur tour. Même si la créature connut différentes versions, elle fut appelée vampire pour la première fois vers 1725, dans les légendes d'Arnold Paul et Peter Plogorowicz. Selon l'Oxford English Dictionary, le mot vampire sera apparu dans la langue anglaise en 1734 dans Travels of Three English Gentlemen. Et en fait, ce serait inspiré lui-même du français, copié lui-même de l'allemand, et copié lui-même du serbo-croate. Qui vient lui-même en fait de... Non, ça s'arrête là. Les légendes sur des créatures venant sucer le sang sont elles aussi extrêmement vieilles. Parmi les légendes qui ont inspiré le vampire moderne, il y a le démon acadien. Originaire du Proche-Orient, ils étaient décrits comme étant les esprits du vent, répandant les épidémies. Ils peuvent donc voler et attaquent les humains pour les dévorer ou sucer leur sang. Dans la croyance grecque, Mpoussa est un démon qui peut se transformer en belle jeune femme pour séduire les hommes avant de boire leur sang quand ils sont endormis. Sinon, il a des Strix, selon la croyance romaine, qui sont spécialisés dans le kidnapping de bébés. Il est important de noter qu'à cette époque, le vampire était considéré comme étant un mort-vivant, une simple variante du zombie. Ah, c'est juste qu'à la place de manger la chair, ils boivent du sang. L'image que vous avez du vampire grand, élégant, pâle, avec sa cape noire, est en fait romantique, puisque mise en place par les auteurs du XIXe siècle qui se sont inspirés de la tradition slave. Et très vite, cette version est devenue extrêmement populaire et c'est finalement elle qui s'est imposée dans notre imaginaire collectif. Les faiblesses et certaines caractéristiques des vampires font écho à plusieurs maladies. Le fait par exemple qu'ils dorment dans des cercueils vient d'une mauvaise interprétation. En temps d'épidémie, il n'était pas rare d'ouvrir les tombes où les corps étaient soupçonnés d'être un vampire. En général, le corps n'avait pas l'air d'être décomposé, était même presque un petit peu rosé, et lorsqu'on le piquait, eh bien, il y avait un hurlement et le corps s'effondrait. Il s'agit en réalité d'un phénomène extrêmement intéressant, où les bactéries ne se développent presque qu'uniquement à l'intérieur du corps. L'intérieur est complètement décomposé, mais le gaz généré par toute cette activité garde le corps gonflé et donne l'illusion qu'il respire et que les organes sont toujours là. Quant à la peau, elle se rétracte naturellement, rendant les cheveux et les ongles plus apparents et plus longs. Alors qu'ils n'ont pas poussé, c'est juste la peau qui est rétrécie. Lorsqu'on perçait le corps, le gaz s'échappait rapidement, provoquant alors un son imitant un cri, et le corps se dégonfle. Boire le sang de ces victimes proviendrait de deux origines. La première, il s'agit en fait de 3 espèces de chauves-souris venant de la famille des Desmodontinae, vivant exclusivement en Amazonie et buvant en effet le sang de ces victimes, qui sont en fait des vaches et des cochons. La deuxième, ceux qui souffraient de la tuberculose pulmonaire devaient ingérer du sang pour compenser celui qui les éjectait en toussant. La rage a aussi été considérée comme vampirique, puisque la maladie se transmettant par la morsure, le lien a vite été fait. La faiblesse du soleil fait allusion à la porphyrie, ou plutôt une version très
spécifique. Il s'agit d'une maladie infectieuse caractérisée par la surquantité de porphyrine et est causée par un trouble du métabolisme des dérivés pyrroliques. La maladie est causée par une intoxication en métaux lourds ou une maladie congénitale. Ouais. Les formes aiguës de cette maladie peuvent se manifester par des douleurs abdominales, des troubles nerveux et psychiques, des sauts d'humeur et possiblement des graves problèmes de peau. Ok, mais tu peux développer un petit peu? Oui, bien sûr. La porphyrine est une molécule impliquée dans le transport du dioxygène et joue un rôle dans la création de l'hémoglobine. La molécule entoure l'hème qui sort le centre du globule rouge et qui retient l'O2. Jusque-là c'est bon? Très bien. La porphyrine va créer une accumulation des molécules précurseurs de l'hème et une variante rare de la maladie va causer une soudaine oxydation de ces molécules lorsqu'elles sont exposées au soleil, détruisant alors la peau et créant des effets secondaires comme une coloration rougeâtre des dents et des ongles, une nécrose de la gencive et une allergie à la lycidine, présent majoritairement dans l'ail. Ah, d'où la faiblesse à l'ail. Et voilà, vous savez désormais d'où viennent tous ces mythes. Un grand merci à toi Nora pour ton aide. Avec plaisir, et si vous voulez découvrir mon travail, ma chaîne est en description de cette vidéo. Bien, ceci conclut cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et nous nous retrouverons très prochainement. À bientôt. Et... coupé. Voilà, fini, terminé, Sam, j'espère qu'à présent tu garderas tes idées pour tes émissions. Merci Nora, désolé pour... tout ça. Ah mais pas la peine, hein, je sens bien qu'il y a... Bref, je vais y aller. Allez, salut! Bien, je vais pouvoir retourner à mon travail et j'espère que cette collaboration ne sera pas ruinée par de mauvaises blagues. J'espère que d'ici la prochaine fois où tu me demanderas de l'aide, tu auras appris ta leçon. Ouais.